Maintenant, il ne reste à voir qu'une chose pour parachever tout ça, c'est comment j'ai assigné à une représentation une partition. Donc regardez, hein, donc on avait dit qu'une partition, c'était une suite d'entiers en ordre largement décroissant, d'accord, d'entiers non nuls, positifs, et avec la somme égale à 4. Donc ici, ou égale à n en général. Et on va associer ce qu'on appelle un drapeau. Alors un drapeau de parties de E, ça va être des parties telles que E, ça va être le premier, le E1 du drapeau. E2, ça va être un sous-ensemble de E1, E3 un sous-ensemble de E2, etc., jusqu'à EK, de sorte à ce que la différence, le cardinal de la différence entre EI et I plus 1, c'est lambda I. Voilà. Et ce qu'on appelle un drapeau, c'est l'ensemble des parties E1, EK qui vont vérifier ceci et associer à lambda avec ce cardinal-là. Voilà. Donc, si vous regardez bien, hein, regardez cette partition-là. Alors, cette partition, ici, ça va être quelle partition? Donc ici, on va avoir 3, 1. D'accord? Vous avez 3 plus grand que 1. Je peux vous mettre ici 3 plus grand que 1. Donc ça veut dire que je choisis un élément ici, d'accord? Et ensuite, bah, l'ensemble suivant, d'accord? Ici, vous avez votre élément I, et puis ensuite, l'ensemble suivant sera forcément de cardinal 4, donc ce sera E tout entier. Voilà. Donc ça revient choisir un drapeau de type ceci, revient à choisir un élément. Maintenant, vous allez vous convaincre que choisir un drapeau de type ceci, cette partition-là, qui est 2 supérieur à 2, donc ça revient à choisir deux éléments, et ensuite, le reste, ce sera E. Donc ça revient à choisir une paire de E. Maintenant, ici, on va choisir un élément, puis un autre élément. Alors là, l'ordre compte, et ensuite, à la fin, on aura tout E. Et là, on choisit un élément, puis un élément, puis un élément, puis un élément. Bon, là, c'est autant que de quadrupler d'éléments distincts. Donc, c'est toutes les permutations possibles, d'accord? Et en fait, cette action-là, c'est une action sur les permutations. Voilà. Donc là, je voulais vous parler de cette méthode, même si ce n'est pas la méthode qui est la plus indiquée pour S4 en particulier, c'est la méthode que Frobenius, historique, que Frobenius a utilisée pour S indice N général, parce que ça marche à chaque fois, c'est-à-dire que à chaque fois, avec cette récurrence-là, en rajoutant toujours une petite case par-dessus, vous voyez la récurrence ici, on rajoute, on part du truc tout plat, et on monte ça comme des châteaux de cubes, comme ça, hein, qui montent, c'est les tableaux de Young, et bien on arrive petit à petit à obtenir à chaque fois une nouvelle représentation, et qui arrive toujours avec une multiplicité 1. Voilà. Et il se trouve que la dernière qui arrive, vous voyez, c'est la représentation qu'on connaît très bien par la signature. On va maintenant travailler sur ce tableau et voir comment on pouvait faire autrement. On va regarder toutes les méthodes, calcul, formalisme, géométrie. Là, c'était plutôt la méthode par la combinatoire. Bien, maintenant, on va voir une autre façon de remplir cette table de caractères, mais de façon moins combinatoire. Là, on l'avait vu de façon implacable. Hein, et là, on va le voir comment, on va dire, un étudiant qui sait déjà des choses sur SN va pouvoir sortir, remplir le sudoku, hein, comme on dit. Hein. Donc ici, on a d'abord la représentation triviale. Ensuite, on la connaît, la signature, donc il faut savoir qu'il y a exactement deux morphismes, donc deux représentations de degré 1,
c'est-à-dire deux morphismes de Sn dans C étoile même, hein, d'accord, qui est GL1 de C. Bon, ben, faut savoir construire la signature, savoir donner sa formule, parce que l'existence n'est pas évidente. L'unicité, elle vient du fait que S4 est engendré par des transpositions qui sont toutes conjuguées. Et voilà, donc ici, vous avez la signature que vous connaissez très bien, 1, moins 1, 1, 1, et là, moins 1. Hein, d'accord, c'est dû à la parité des cycles qu'on va rencontrer dans la décomposition en cycle disjoint. Maintenant, la standard. Donc la standard, bon, bah, on a vu comment on faisait, c'est-à-dire qu'on regarde l'action de S4 sur E. E, c'est 1, 2, 3, 4, d'accord, et on regarde le nombre d'invariants, et on enlève 1, parce que c'est une action transitive, donc on sait qu'il y a une fois la représentation triviale. Donc ici, on regarde le nombre d'invariants, donc 4 moins 1. Ici, le nombre d'invariants, c'est 2 moins 1. Ici, donc ça va faire moins 1. Ici, 0, quand on va enlever 1. Et là, moins 1. Donc ça, c'est déjà fait, ça va assez vite. Maintenant, la suivante, dans un ordre, hein, parce que là, je suis pas en train de faire un ordre logique. C'est un ordre d'apparition dans notre tête. Ici, epsilon standard, c'est-à-dire qu'on va multiplier lui par lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en général, quand on a une représentation de G, d'accord, de degré 1, donc ici, bon, je l'appelle epsilon, et qu'on a une représentation ρ de G dans GLN, de C, alors je peux obtenir une représentation que je vais écrire, bon, avec le produit tensoriel, mais ça ne demande pas les tenseurs, regardez, ça se définit tout simplement en G dans GLN de C, qui à petit g donne epsilon de G fois ρ de G. Et en fait, ça reste un morphisme de groupe. Pourquoi? Bah parce que, en fait, quand vous allez faire epsilon de G1, G2, ρ de G1, G2, vous allez avoir epsilon de G1, epsilon de G2, ρ de G1, ρ de G2, parce que ρ et epsilon sont des morphismes de groupe, ça c'était la définition. Mais maintenant, ça qui est un scalaire, d'accord, il peut passer là. Et donc ça va nous donner epsilon ρ de G1 fois epsilon ρ de G2. Ρ de G2 qui est exactement ce qu'on voulait d'un morphisme de groupe. Donc c'est une vraie représentation, c'est pas juste une multiplication de trucs qu'on a multipliés comme ça de façon complètement spéculative. Hein. Donc c'est une vraie représentation, et quand on va faire la trace de ça, bah comme ça c'est un scalaire et que la trace est linéaire, ça va faire donc que la trace, le caractère de epsilon comme ceci, ça va être epsilon, donc appliqué en G, ça va être epsilon de G fois la trace. Hein, on peut sortir epsilon de la trace, ρ de G. Donc on peut effectivement multiplier les caractères, et là on va avoir 3, moins 1, 0 et 1. Voilà. Qu'on avait trouvé déjà tout à l'heure. Hein. Et ici, il vous reste une ligne. Et la ligne, vous êtes sec. Mais il vous reste qu'une ligne. Et là, c'est intéressant d'utiliser l'orthogonalité des colonnes. D'abord, on utilise le fait que la somme des carrés, ça fait l'ordre du groupe. Donc 1 plus 1 fait 2, plus 9, ça fait 20. Donc il manque 4 pour arriver à 24, et 4, pile, c'est 2 au carré. Donc il nous manque une représentation de degré 2. Et maintenant, on va faire l'orthogonalité des colonnes. On avait vu que les colonnes étaient orthogonales. Donc quand on va faire ça, si ici on l'appelle x, on a 1, moins 1, donc ça fois ça. Hein. Normalement, je devrais mettre un bar, hein, mais bon, il ne compte pas. Donc 1 fois 1, donc là ça fait 0, là ça fait 0. Donc ici, hein, d'accord, vous avez déjà l'orthogonalité de
deux colonnes. Donc ici, il faut mettre 0 pour avoir quelque chose d'orthogonal. Ici, vous avez 1 fois 1, plus 1 fois 1, ça fait 2, plus 3 fois moins 1, donc ici, ça va faire moins 3, donc ça fait moins 1. Ici, ça fait moins 4. Donc moins 4, bah, pour compenser, ici, il faut 4. Donc 2 fois 2. Et là, ça va vous faire 2 colonnes, etc. Et après, vous pouvez me faire confiance. Ici, vous allez avoir moins 1. Et ici, vous allez avoir 0. Voilà. Hein, d'accord. J'espère que vous pouvez effectivement me faire confiance. Oui, c'est le cas. Donc, là, quel est le problème? C'est que on a obtenu phi, mais de façon spéculative, c'est-à-dire que on ne sait pas, on sait qu'elle existe, on sait que c'est forcément ça, mais on ne l'a pas de façon réelle. Donc maintenant, on va voir dans un deuxième temps comment tous ces objets peuvent provenir de la géométrie ou alors d'un certain formalisme. Hein, donc ce qu'on appelle les formalismes, les groupes quotients, par exemple, des choses comme ça, des constructions un peu abstraites. Voilà. On peut faire le résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent sur S4. On a vu deux façons d'attaquer la table de caractères. Une façon qui paraît combinatoire et très générale, elle est instructive si on veut aller plus loin sur S4, S5, S6, etc. etc. Donc SN, c'est la méthode finalement de Frobenius. Ici, une deuxième méthode plus efficace, basée sur le fait qu'on connaissait la signature, qu'on connaît la tensorisation par la signature, hein, et qu'on sait obtenir la dernière ligne. Voilà. Entre parenthèses, entre les deux méthodes, vous avez peut-être remarqué que vous avez une tensorisation par epsilon. La tensorisation par epsilon doit donc se voir au niveau des partitions, si vous voulez, des tableaux de Young. Eh bien, vous remarquerez que la tensorisation par epsilon va correspondre exactement à la dualité des tableaux de Young, c'est-à-dire remplacer le nombre de colonnes par le nombre de lignes. Hein, d'accord, voilà, c'est une dualité qui est dans les partitions qui est assez agréable, et là qui correspond à la tensorisation par epsilon. Bon, alors maintenant, on va essayer d'abord de voir une façon un peu formelle, mais en tout cas avec une vraie représentation, d'obtenir cette dernière représentation qu'on avait obtenue de manière un peu spéculative. Il se trouve que S4 possède, alors là, l'exception culturelle hein, de S4, c'est qu'il possède, un sous-groupe distingué autre que A4. Donc ça, c'est assez extraordinaire, donc il faut en profiter, c'est V4. C'est la réunion, hein, si vous voulez, de cette classe de conjugaison. Donc un sous-groupe distingué, c'est toujours une réunion de classes de conjugaison, par définition. Donc, mais qui doit être aussi un sous-groupe. Hein. Il ne suffit pas de prendre juste une réunion de classes de conjugaison. Donc ici, vous prenez cette classe-là et celle-là, ça vous fait 4 éléments en tout, et il se trouve que ça fait un sous-groupe, et c'est le sous-groupe V4. Donc, on a un morphisme de groupe en quotient qui est surjectif, et on vérifie que ça, c'est de cardinal 24 divisé par 4, c'est-à-dire 6, de cardinal 6, et que c'est non abélien, donc c'est isomorphe. Mais un morphisme de S4 dans S3, ça revient à avoir une action de S4 sur 3 éléments. Et donc, si vous savez ce que c'est qu'une action de S4 sur 3 éléments, qui va être transitive parce que c'est surjectif, et bien ici, ça veut dire que quand vous allez enlever la représentation triviale, parce que par transitivité, vous allez avoir quelque chose vous allez obtenir de cette action une représentation par permutation de degré 2. Et c'est celle-là. Donc ça va amener au caractère phi. Voilà. Dont on vérifie toujours qu'il est bien irréductible, etc.